Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation des entretiens de motivation à l'entrée en grandes écoles de commerce. De façon générale, vous pourrez utiliser cette vidéo aussi pour d'autres entretiens. Alors, vous devez vous demander comment faire pour réussir un entretien de motivation. C'est une épreuve qui est très importante, qui est très sélective, qui est déterminante pour l'admission, et souvent vous êtes très peu armé face à cette épreuve, car vous méprenez sur ce qui fait la réussite d'un entretien. Je vais commencer par vous expliquer une chose qu'à mon avis, tout le monde ne comprend pas. Ce n'est pas la qualité seulement des stages que vous avez faits, ce n'est pas la qualité de vos expériences, ce n'est pas la qualité de votre projet seulement qui va être mesurée, c'est la qualité de l'échange que vous allez avoir avec le jury qui sera évalué. Et c'est là une chose très différente. Il ne s'agit pas de montrer que vous êtes un singe savant. Il ne s'agit pas de vous mettre en valeur à tel point que vous soyez quelqu'un d'extraordinaire. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus d'être en retrait. Il s'agit de trouver le bon dosage. Il s'agit également d'être du début à la fin de l'entretien, dans l'échange avec le jury. L'échange signifie d'être non pas en opposition, en contradiction, sur la défensive ou sur l'agressivité, mais au contraire de savoir tenir et exprimer des positions cohérentes, nuancées, clairement affirmées, étayées par de nombreux exemples, le tout dans un dialogue respectueux envers le jury qui démontre à la fois votre force de conviction, vos qualités d'écoute et vos qualités humaines. C'est donc quelque chose qui se travaille et qui ne s'improvise pas. Alors, commençons peut-être par le début de l'entretien. Le début de l'entretien, bien sûr, vous arrivez, vous vous présentez. Alors, vous présentez bien, naturellement. Vous arrivez pour les hommes en costume, cravate. Pour les femmes, vous arrivez en tailleur. Quelque chose qui soit sobre, qui soit élégant et surtout qui soit professionnel. Tout simplement parce que l'entretien d'admission dans les grandes écoles vise d'abord à vérifier que vous allez potentiellement être de futurs cadres dirigeants, de futurs cadres d'entreprise. Et donc, dans cette perspective, vous devez arriver de façon professionnelle. Même si les écoles vous disent que vous pouvez arriver comme vous le souhaitez, venez comme vous êtes, c'est vrai, mais venez en costume et en cravate, c'est encore mieux. Personne ne pourra jamais vous reprocher d'être overdressed, il vaut mieux être overdressed que underdressed, si vous voyez ce que je veux dire, à un entretien. Deuxième chose, vous arrivez, vous dites bien sûr bonjour avec le sourire aux membres de jury, bonjour madame, bonjour monsieur, vous êtes fluide, vous avez à la main votre convocation, votre carte d'identité, tout ça a été préparé en avance, vous êtes évidemment impeccable sur vous, vous ne laissez rien au hasard, vous avez une présentation soignée, efficace. Vous attendez naturellement que le jury vous invite à vous asseoir, vous vous asseyez, et tout de suite une posture qui doit être une posture agréable, sympathique, et qui ne doit pas être une posture qui vous mette en difficulté. Alors, je vais déplacer la chaise pour qu'on comprenne bien. Souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent comme ça. Si vous vous mettez comme ça, vous êtes déjà renfermé. Vous êtes renfermé, ce qui va vous mettre sur la défensive et ce qui va transmettre au jury cette impression que vous êtes quelqu'un de renfermé. Ceci n'est pas bon. Faites attention à vos jambes, vous devez avoir les jambes bien posées au sol. Ça va vous permettre de respirer mieux. Le fait de respirer mieux, vous voyez, ça vous permet de vous tourner vers les autres. Ça vous permet de vous tourner vers le jury, ça vous permet d'être à l'aise. Et comme tout le monde, vous allez être stressé pendant l'entretien. Si vous êtes stressé et que vous êtes comme ça, avec peut-être les pieds qui bougent, ou alors, vous voyez les pieds comme ça, vous n'allez peut-être pas le voir parce que vous ne faites pas attention, mais le jury il va voir que ça et ça va l'énerver. Alors, vous avez une position calme. Ensuite, vous n'avez pas les bras croisés, ou les bras comme ceci, ou les mains qui se touchent. Parce que si vous commencez à faire ça, invariablement, vous allez commencer à ne pas contrôler votre corps. Or, un entretien, c'est à la fois le contenu et la façon dont vous vous présentez. Alors, on voit beaucoup de gens qui se grattent la tête, qui se mettent comme ceci, comme cela. Alors, évidemment, on ne le voit pas. C'est pour ça que c'est très important de s'entraîner aussi face à des jurys blancs qui pourront aussi vous faire remarquer tous ces petits tics, vous voyez, qui font que vous n'êtes pas à l'aise. Alors, une posture finalement qui soit une bonne posture, c'est une posture où vous êtes bien équilibré. Vous n'êtes bien sûr ni avachi sur votre dossier, donnant l'impression que vous vous en fichez complètement du jury, ni comme ceci. Bien, vous êtes tout simplement serein. Vous arrivez, vous êtes bien posé, les deux mains sur la table, jamais les mains en dessous de la table, jamais non plus les mains qui commencent à se toucher de cette façon-là, mais peut-être tout simplement les mains comme ceci. Et ça, c'est une posture simple qui va vous permettre aussi, vous voyez, de démontrer, de pouvoir parler aussi un petit peu avec les mains dans certaines circonstances. Les deux mains peuvent être tout à fait posées sur la table. Vous pouvez aussi croiser les mains, ce n'est pas impossible. C'est un petit peu moins sympathique que si vous avez les mains posées sur la table, mais vous pouvez aussi croiser les mains si vous êtes à l'aise. En revanche, ce qui est important, ayez toujours la maîtrise de votre corps, d'accord ? C'est-à-dire, regardez-vous, imaginez que vous êtes aussi quelque part par là, en train de regarder l'entretien qui se déroule. Et à cet égard, vous devez faire très attention à vos mains et à votre posture générale, qui doit dégager une certaine forme de sérénité. Ensuite, vous n'hésitez pas à sourire. Vous voyez comme
si vous dites quelque chose avec le sourire, c'est tellement plus agréable à entendre. Vous voyez, vous êtes dans l'échange, c'est plus agréable. Alors que si vous êtes très fermé, bonjour, j'ai effectué tel stage, j'ai effectué ceci, cela, je souhaite rentrer dans une école, vous êtes austère. Alors, bon, moi on me dit souvent que je suis un peu austère, alors je vais essayer de faire attention. Bref, identifiez vos forces et vos faiblesses, c'est très important aussi. Et de façon générale, essayez d'être souriant. Le fait d'être souriant ne veut pas dire d'être trop détendu, ça reste une épreuve. Soyez dans l'échange, dans le respect, et j'aime bien prendre cette image, imaginez que vous êtes en train de parler à des amis de vos parents. Vous voyez, vous devez être serein, vous devez être respectueux, vous devez être souriant et agréable. Vous racontez à des amis de vos parents votre parcours et les raisons qui vous motivent pour rentrer en école. Vous n'avez pas besoin d'être agressif, vous n'avez pas besoin d'être sur la défensive, vous êtes là pour vous présenter. Envisagez l'entretien de cette façon-là, et cet entretien se passera beaucoup mieux que si vous l'envisagez comme une question, un questionnement de votre examinateur. Alors cela étant dit, voyons maintenant la première phase de l'entretien, à savoir votre présentation initiale. Alors pour ça, il faut comprendre que le centre du jeu, c'est l'école que vous allez présenter. Et pourquoi vous allez présenter cette école? Et pourquoi vous allez être un bon élément de cette école? Parce que vous avez une sorte de triptyque intéressant entre votre personnalité, d'une part, votre projet, évidemment très important, et votre parcours. Il s'agit en fait, en quelque sorte, de montrer que vous avez une personnalité, un parcours antérieur et un projet qui sont cohérents, qui s'articulent de façon tout à fait logique avec le passage par l'école. Et en quoi l'école va vous permettre, à partir de votre personnalité et de votre parcours, de construire votre projet. Il faut donc réussir à vous projeter dans l'avenir. Alors une des premières choses à faire, c'est évidemment de préparer un projet professionnel. Vous ne pouvez pas arriver à un entretien sans avoir de projet. Ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas crédible. Vous pouvez tout à fait trouver l'excuse de dire « je suis jeune, je ne sais pas trop, j'hésiterai, l'école me donnera les moyens de choisir entre plusieurs options ». Non, vous ne devez pas faire ça. Vous devez préparer votre projet, vous devez avoir des idées relativement précises. Alors, naturellement, peut-être vous ne savez pas exactement que vous voulez faire du equity research en action européenne demain chez Deutsche Bank. Bien sûr, on vous pardonnera sans aucun problème d'avoir un projet qui ne soit pas forcément définitif. Mais vous devez avoir un projet qui soit quand même dans une certaine direction. Par exemple, vous ne pouvez absolument pas dire que vous voulez faire du marketing ou de la finance et que l'école va vous permettre de choisir entre ces deux voies. Ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent. Vous pouvez décider de dire que vous êtes intéressé par les métiers de l'audit et du conseil. Évidemment, vous devrez à ce moment-là savoir de façon très précise quels sont les points communs entre l'audit et le conseil et quelles sont surtout les grandes différences qu'il y a entre ces deux métiers, le métier d'auditeur et le métier de consultant. Il va falloir du coup que vous ayez une vision non plus abstraite et scolaire, mais une vision concrète, étayée, documentée de chacun des métiers qui vous intéressent plus tard, pour que vous ayez une idée de en quoi consiste ce métier, quelles sont les qualités nécessaires dans ce métier, quels sont les parcours, quelles sont les carrières professionnelles. Et donc ici, un travail sur ce que vous souhaitez faire et sur quels sont finalement les éléments importants de cette orientation professionnelle. Alors je voudrais revenir en détail sur ce que signifient finalement ces différents points. Commençons par votre personnalité. Bon, la personnalité, c'est finalement répondre à la question « qui suis-je » Alors vous allez me dire « oui, c'est un petit peu vaste ». Qui suis-je? C'est-à-dire, par exemple, quelles sont mes passions? Quelles sont éventuellement mes origines? Si j'ai des origines étrangères, des origines sociales, qui sont mes frères et sœurs? Quelle est ma famille? D'où je viens? Où je suis né? Où ai-je fait mes études? Également, ce qui nous intéressera, ce sera de réfléchir à vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les choses qui sont importantes pour vous? Quels sont vos goûts? Quelles sont vos passions? Vos lectures? Quels sont les films que vous aimez voir? Etc. Ok? Dans le parcours, nous allons voir plusieurs choses. Vous avez votre parcours académique. Et ça, c'est la première chose. Vous rentrez dans une école. Pourquoi parler tout de suite de vos passions? Non, vous rentrez dans une école, vous parlez d'abord de votre parcours. C'est complètement logique. Bonjour, je suis un élève en... Alors ça dépend des cas, en terminale ES, en terminale S, je suis un élève en BTS, je suis un élève en 3e année de licence, ceci ou cela, dans telle université. Et qu'est-ce que j'ai fait comme parcours auparavant? D'accord? Alors, il n'est pas nécessaire de préciser que vous avez obtenu votre brevet dans tel ou tel établissement avec mention très bien. Mais en gros, tout ce qui se passe à partir de la terminale S, à partir de la terminale S, ES ou L, bien sûr, ou autre d'ailleurs, et ce qui se passe après le bac, vous devez le détailler. Notamment, dites par exemple dans quels établissements vous avez fréquenté, quelles ont été vos filières, quels ont été vos résultats, pourquoi pas. Bon. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est votre parcours professionnel.
Alors vous n'avez peut-être pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais à la rubrique professionnelle, on va placer les emplois que vous aurez pu exercer, obtenir. Je parle ici par exemple des petits jobs, vous avez fait du babysitting, vous avez fait du soutien scolaire, vous avez été serveur dans une pizzeria, vous avez été vendeur chez McDo, vous avez été vendeur chez Zara ou autre, bref, vous avez eu un emploi. Ça peut être n'importe quoi. Si vous avez vendu des frites sur la plage, c'est un emploi, c'est un job et ce sera valorisé parce que ça veut dire que vous avez les pieds sur terre et ça c'est quelque chose qui est tout à fait valorisé pour les écoles. Ne vous dites pas « mon emploi de plongeur dans la cuisine de la pizzeria, c'était un faux emploi, j'en parle pas ». Au contraire, c'est un emploi qui sera intéressant et valorisant. N'hésitez pas à mobiliser tous vos emplois. Deuxièmement, naturellement, et ça tout le monde y pense, ce sont les stages que vous avez accomplis. Pour la présentation de ces expériences, vous avez une grille d'analyse qui est très importante, que nous appelons ici le CEMARA. Détaillons ce que signifie ceci. C, c'est le contexte de votre expérience. M, les missions qu'il vous a été donné d'accomplir. A, les actions que vous avez menées pour réussir ces missions. R, les résultats que vous avez obtenus. Et A, les apports personnels. Souvent, des étudiants commencent par les apports. J'ai fait un stage qui a été très enrichissant, très intéressant. Non, vous n'avez pas fait un stage enrichissant ou intéressant, ce sont des formules creuses qui n'ont aucun intérêt et qui ne veulent rien dire. Nous entendons toute la journée en tant que jury, nous avons fait des choses intéressantes, enrichissantes, mais en quoi cela a été enrichissant? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous pouvez le démontrer? Ça, c'est plus intéressant. Alors, justement, on ne peut pas commencer par les apports parce que ce ne sera pas étayé. Il faut d'abord expliquer. La première chose, c'est que nous souhaitons comprendre ce que vous avez fait. Et là, invariablement, de nombreux étudiants ne nous expliquent pas suffisamment le contexte. Vous avez fait une mission humanitaire. Nous ne savons pas dans quel pays, dans quelle ville, avec quelle association. Quelle était cette association? Quel est son volume? Combien y a-t-il de bénévoles? Avec qui vous êtes parti, etc. Dans un autre cadre, vous avez fait un stage chez CMX Consulting. Mais je ne sais pas qui est CMX Consulting, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est une petite entreprise, une grande entreprise. Où est-ce que vous avez fait vos stages? Dans quelles circonstances? Dans quel est le contexte? Et vous devez être clair, vous ne devez pas employer des abréviations parce que vous savez ce que c'est que faire une rotation cash chez BNP Paribas. Une rotation en cash, ça n'a aucun sens. Personne ne sait ce que c'est qu'une rotation en cash, sauf vous, parce que vous avez fait un summer internship en finance et que vous avez fait une rotation entre les différents desks, dont cash equity, etc., derivatives. Non. Okay? Donc, ce genre d'acronyme, vous laissez tomber et vous concentrez sur expliquer le contexte. Ensuite, vous expliquez ce qu'il vous a été donné comme mission, c'est-à-dire quel a été votre rôle bien sûr à vous, mais aussi le rôle de l'équipe, de sorte que vous puissiez mobiliser à la fois ce que vous avez fait et ce que l'équipe a fait. Et ce que l'équipe a fait. Donc, quel était l'objectif finalement? L'objectif, naturellement, va se traduire en action, c'est-à-dire une fois que vous savez les missions que vous avez obtenues, vous arrivez aux actions que vous avez pu prendre. Et ici, vous n'hésitez pas à raconter une histoire, vous n'hésitez pas à mettre en situation. Je veux vous voir en train de porter des seaux d'eau dans un village au Bangladesh. Mais je ne veux pas que vous me disiez quelque chose de théorique du style « j'ai fait de l'humanitaire au Bangladesh ». Ça ne me dit rien, faire de l'humanitaire au Bangladesh. Je veux que vous m'expliquiez, je veux que vous me racontiez une histoire, parce que c'est cette histoire qui va être intéressante à entendre. Alors naturellement, tout ça doit être très préparé, car vous avez un temps limité pour présenter chacune de vos expériences. Il s'agit donc de préparer de façon très stricte, très fine, à la maison, chacun de ces éléments pour chacune de vos expériences. Si vous n'avez pas préparé en avance, forcément vous allez rater un des points, ou alors vous allez arriver directement aux apports, voire ne rien détailler du tout, oublier le contexte, et évidemment ce sera moyen. Parlez relativement, de façon relativement brève, mais intéressante aussi, de vos résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez obtenu, quel a été le résultat finalement, positif ou négatif, échec, succès, les échecs sont tout aussi valorisés que les succès, et enfin, dites un mot des apports que cela vous a apporté. C'est-à-dire finalement des résultats, pas seulement des résultats tangibles de l'expérience, mais aussi, ça m'a appris que... je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'avais 15 ans, j'ai arbitré le championnat de France de carte Magic à Dijon. Vous voyez, une expérience, on pourrait se dire, mais c'est absurde, carte Magic, ça fait gogol, etc. Non. Moi, je raconte mon expérience, je la valorise. Je ne suis pas en train de dire, c'est bien, c'est mal. Je raconte une expérience, donc je vais essayer de le faire. C'était en 1998, j'avais 15 ans, et je suis allé arbitrer le championnat de France de carte Magic. Les cartes Magic sont un jeu de collection, c'est un jeu de cartes à jouer, à collectionner, qui obéit à un certain nombre de règles, des règles qui sont assez difficiles et pour lesquelles il y a besoin d'un arbitre.
il y avait en 1998 un championnat de France à Dijon, et j'avais postulé pour devenir arbitre, passé un certain nombre d'examens, de tests, et finalement j'avais accepté ce rôle d'arbitre, et j'avais été accepté à cette belle compétition. D'abord j'étais très heureux d'aller là-bas, évidemment vous imaginez, j'avais 15 ans, etc. C'était vraiment très sympathique. Bon. Alors sur place, naturellement, ma mission a été de contribuer. Vous voyez le mot contribuer, ça veut dire vous faites partie d'une équipe, c'est très intéressant. Contribuer à l'arbitrage de ce championnat de cartes Magic. Et il m'a été donné d'arbitrer un match difficile à un moment, et on m'a appelé sur une situation qui était délicate. Un de mes collègues avait déjà arbitré la décision, et malheureusement, certainement par inexpérience, j'ai contesté la décision de mon collègue arbitre devant les joueurs. Eh bien, ça a été évidemment très mal pris. Il se trouve que, presque par hasard, j'avais raison sur le fond, mais à la limite, ce n'était pas très important. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'ai mis en difficulté mon collègue, alors qu'il n'y avait pas lieu, évidemment, d'avoir une discussion entre arbitres face aux joueurs. C'était complètement logique. Ceci m'a appris quelque chose d'intéressant. Il faut toujours être solidaire. Il faut toujours être solidaire dans l'équipe. Il ne faut jamais critiquer son interlocuteur en face. Mais au contraire, il aurait fallu tout simplement ne rien dire de spécifique sur le moment, prendre à part l'arbitre en question et échanger avec lui sur la solution qu'il avait trouvée au problème de jeu correspondant. Ça m'a apporté une certaine forme d'humilité. Je crois qu'on est aussi le produit de ces échecs. Et cet échec, qui n'était pas dramatique naturellement, m'a appris, par exemple aujourd'hui quand j'enseigne, et lorsque je suis confronté à cette situation qu'un de mes collègues fait une petite inexactitude dans un couloir lorsqu'il explique quelque chose à un élève, ça peut arriver à n'importe quel prof, il oublie une hypothèse ou autre, naturellement, je ne vais jamais, aujourd'hui, aller le dire de cette façon-là. Je vais ajouter quelque chose éventuellement, je vais compléter, mais je ne vais pas, évidemment, être en opposition directe, frontale. Vous voyez, j'ai essayé de démontrer ici, avec un exemple simple, qui n'est pas l'exemple du siècle, mais en quoi, quel était le contexte, quelles étaient les missions, quelles ont été les actions, quel a été le résultat, en l'occurrence un échec, et ce que ça m'a apporté. Et j'ai une vision concrète de ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Ce petit exemple, vous pouvez le transposer avec n'importe quoi. Et je prends volontairement cet exemple parce que c'est un exemple dont on pourrait tout à fait se dire « mais ça n'a rien de professionnel, c'est pas si intéressant que ça ». Non, ce qui est intéressant, c'est pas l'expérience en tant que telle, c'est ce que vous racontez autour de cette expérience. Comprenez bien ceci. L'expérience, elle n'a aucune valeur en tant que telle. De la même façon que pour les gens qui veulent créer une entreprise, l'idée en tant que telle n'a aucune valeur. Ce n'est pas l'idée qui a une valeur, c'est ce que vous allez faire de cette idée. C'est l'action que vous allez mener. Parce que des idées d'entreprise, vous en avez plein. Il y a plein d'idées d'entreprise. Allez sur Internet, vous allez trouver plein de bonnes idées. Ce qui fait un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui les met en pratique. Et quelqu'un qui est capable, donc justement, d'avoir une vision. Et cette vision, c'est celle-ci. Hein, c'est à partir du contexte, ce que ça vous a apporté avec le déroulé de ces différentes missions à apport. Alors le tout dans un temps relativement limité, évidemment, mais voilà une façon de présenter vos stages, vos emplois. C'est une façon également de présenter votre parcours extrascolaire. Et au nombre des activités extrascolaires, nous avons bien sûr les activités sportives, les activités caritatives ou de façon plus large associatives. Je pense par exemple à des activités liées à la musique, au piano ou autres. Commençons par les sports. Les sports sont valorisés dès lors que ces sports ont une dimension collective. Alors, vous pourriez vous dire, oui, bon, pas de chance, moi, il se trouve que je fais de la natation, et la natation, c'est un sport individuel. Ou bien, pour ce qui concerne la musique, je fais du piano, et le piano, c'est individuel. Ça ne posera pas de problème. Dès lors que vous arriverez à montrer quels sont les éléments collectifs, donc liés à un groupe, que vous pouvez mobiliser. Et lorsque vous faites des compétitions sportives, vous pouvez parler des valeurs du sport, des valeurs positives, des valeurs négatives. Essayez de vous mettre en valeur naturellement, mettez en valeur les résultats du groupe, c'est toujours intéressant. Dans l'idéal, un sport collectif, un sport individuel, ce serait parfait. De la même façon qu'une expérience individuelle et une expérience collective, ce serait idéal. Vous n'avez pas forcément toutes les expériences idéales, mais dites-vous bien, encore une fois, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez, à partir de votre expérience, qui est le matériau brut, travailler jusqu'à obtenir un résultat vraiment intéressant. Alors, passons maintenant à votre projet. Le projet, c'est le troisième point. C'est le point en fait central, parce que l'école, elle n'est pas là pour savoir qui vous êtes ou quel a été votre parcours. L'école, elle est là pour voir en quoi ce parcours et cette personnalité sont tournés vers le projet et en quoi cette école va vous aider à accomplir votre projet. Vous voyez cette dimension de mouvement dans l'entretien. Alors le projet, ça peut être un projet qui soit bien sûr académique dans un premier temps, mais oui, n'oubliez pas cet aspect académique. Quel est votre projet? Par exemple, qu'est-ce que vous voudriez faire comme master par exemple dans une école? Comment vous voudriez poursuivre vos études après cette école éventuellement?
Parlez quand même d'abord de l'école. Hein. Par exemple, si vous voulez rentrer à Sciences Po et que vous dites votre objectif pour Sciences Po, c'est de faire l'ENA après Sciences Po, c'est pas bon. Parce que tout le monde comprend que vous faites Sciences Po comme moyen et non pas comme fin. Okay, de la même façon, ne dites pas que vous voulez rentrer dans une école de commerce parce que c'est l'élément indispensable pour obtenir un MBA à Harvard. Non. Hein, mais cet aspect académique, recentré autour de l'école, peut comporter une dimension projet après l'école éventuellement. Vous avez naturellement un projet professionnel. Alors ceci, c'est le projet le plus important. Nous en avons déjà parlé. Il faut l'avoir travaillé, avoir une vision concrète. Et ce que va chercher à vérifier, ce que le jury va chercher à vérifier, c'est la cohérence entre votre parcours antérieur, en particulier la partie professionnelle, les stages, et votre parcours professionnel. Donc il faut essayer de construire cette cohérence, de montrer cette cohérence. Okay ? Ensuite, vous pouvez avoir aussi des projets extrascolaires. Donc, projets extrascolaires, évidemment, en liaison avec l'école. Et là, il va falloir faire les liens à chaque fois avec l'école. C'est-à-dire que si vous parlez de votre projet professionnel sans parler de l'école, ce n'est pas bon. Mais si vous parlez de votre projet professionnel et que vous expliquez que votre projet consiste à devenir, peut-être à terme, assistant chef de produit, puis chef de produit dans le marketing du luxe, admettons, c'est assez classique. Bon, vous devez montrer en quoi l'école va vous aider. C'est-à-dire montrer que l'école va vous apporter des connaissances, des compétences que vous n'avez pas encore. Montrer également que les cours correspondent à ces matières-là. Vous pouvez citer des cours. Citer les enseignants, c'est un peu limite, parce que citer les enseignants, ça fait un petit peu, comment dire, faillot, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc citer les noms des enseignants, à moins qu'ils soient extrêmement connus, et encore, c'est à manier avec précaution. Ne citez pas plus qu'un enseignant, à mon avis. Mais en revanche, vous pouvez citer les cours. Vous devez citer, bien sûr, les masters. Et ça, c'est très important. Montrez que vous vous êtes renseigné. Montrez que vous connaissez la scolarité, montrez les scolarités par semestre, les échanges à l'étranger, etc. Mais ne restez pas au niveau des banalités. Par exemple, si vous dites que vous êtes intéressé par telle ou telle école, parce qu'elle vous donne l'opportunité de faire des stages à l'étranger et d'avoir des expériences associatives, vous ne pourrez pas vraiment être convaincant, parce que n'importe quelle école vous permet de travailler avec des associations, et n'importe quelle école, aujourd'hui, vous permet d'avoir une expérience internationale et des stages. Ce n'est donc pas suffisant, car ce n'est pas suffisamment explicite et suffisamment précis, suffisamment caractéristique de l'école. Vous rentrez à l'EDEC, parlez de la course croisière EDEC par exemple, et en quoi cette association, cette course croisière EDEC, est quelque chose qui vous mobilise, qui vous passionne, à laquelle vous aimeriez participer. Utilisez plutôt les mots de participation, de contribution, que les mots de direction. D'accord ? Précisez que vous voulez participer à des activités associatives, c'est presque plus valorisant que je souhaite créer mon association. Parce que ça, vous voyez, ça rentre dans la case personnelle, voilà, c'est une activité qui est une activité pour vous, alors que vous voulez montrer en quoi vous allez apporter des choses à l'école et donc apporter des choses aux autres en collaboration avec ces autres élèves. Bon, maintenant, si vous avez une bonne raison de créer une association, pourquoi pas? Mais il faudra montrer en quoi vous allez pouvoir justement faire cette association, créer cette association, pourquoi pas, en collaboration avec d'autres personnes. Okay ? Vos activités extrascolaires, c'est le moment justement de parler des associations de l'école. Donc quelles associations vous intéressent, pourquoi, etc. Et évidemment, ces associations seront en lien avec vos activités extrascolaires ici. Donc ce lien va être fait ici. Vous n'allez pas être dans l'association d'œnologie si vous n'avez pas parlé de vin auparavant, etc. Okay ? Bien sûr, vous avez compris la cohérence entre votre projet professionnel, les stages et les emplois que vous avez pu exercer auparavant. Les emplois, on vous pardonnera d'avoir été vendeur chez McDo et de vouloir faire de la finance, hein. Évidemment, ça, c'est pas un problème. Et puis, évidemment, la grande cohérence ici entre votre parcours académique antérieur et votre parcours académique futur. Alors, à cet égard, vous avez le droit de changer de voie. C'est une possibilité dans les admissions parallèles en grandes écoles de commerce. C'est-à-dire, vous avez le droit d'arrêter le droit, par exemple, pour faire du marketing. C'est une possibilité, c'est acceptable. Mais il faut que ce soit clair. Soit vous arrêtez le droit et vous passez au marketing, soit vous trouvez des passerelles entre le droit, la finance par exemple, si vous voulez devenir avocat d'affaires. Et là, il y a une cohérence qui s'installe. Vous voyez ? Cassure ou cohérence, mais pas quelque chose d'un peu entre les deux. Il faut choisir. Rédiger, c'est choisir, me disait mon professeur de français, M. Poenowski, en 3e, quand j'étais à Franklin. C'est une phrase qui m'a marqué parce qu'on comprend que choisir, c'est aussi renoncer. Rédiger, c'est choisir, c'est-à-dire renoncer à certaines choses. S'engager, préciser, annoncer, exposer son projet, c'est aussi choisir un projet. Et on cherche des gens qui choisissent, des gens qui ne sont pas mi-figue mi-raisin, oui ou non, peut-être, ça dépend des cas, etc. Okay ? Donc choisissez votre projet et ensuite essayez de le défendre, essayez de montrer en quoi ce projet est cohérent entre votre parcours antérieur, votre personnalité et le projet professionnel que vous souhaitez et en quoi l'école va vous aider à accomplir tout ça.
Voilà, alors dans un deuxième temps maintenant, alors je voudrais parler du coup pour finir, de votre présentation initiale. Cette présentation doit être extrêmement structurée. Comme disait un de mes copains qui est consultant, je vais le citer, que vous compreniez bien. Quand je vais à un entretien, en général, je punis mon interlocuteur. On pourrait dire, comment ça, je punis mon interlocuteur? Je le punis, pourquoi? Parce que j'ai réponse à toutes ces questions, et parce que chacune des questions qu'il me pose, je l'ai déjà préparée, et j'ai déjà la réponse. Et je fais presque semblant de réfléchir, pour que ça ne fasse pas non plus réciter, il ne faut pas faire de récitation, mais finalement j'ai la réponse à toutes les questions. Et oui, parce que les questions sont toujours les mêmes, il y a une série de 20, 30, 40 questions, ça tombe toujours autour des mêmes thèmes, et donc toutes ces questions, on peut les préparer en avance. Et c'est ça qui va faire un entretien qui sera tout à fait réussi. Alors dans votre introduction, il faut que vous citiez des éléments de votre personnalité, qui vous êtes, quelles sont vos passions, vos origines et vos valeurs, votre famille éventuellement. Vous passez ensuite au côté académique. Et vous pouvez le faire dans le sens qui vous plaît. Si vous voulez commencer par votre parcours académique, vous pouvez tout à fait le faire. Parce que peut-être par exemple que vos activités extrascolaires ici vont illustrer vos valeurs, vos origines, vos passions. Donc vous pouvez aussi commencer par ça. Il n'y a pas de plan parfait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet élément-là doit être un élément central. Quel est votre projet ? Certains étudiants se présentent en pensant qu'il s'agit juste d'une discussion. Et donc il s'agit de présenter un petit peu qui ils sont. Non, vous devez centrer l'entretien autour de votre projet professionnel. C'est la raison pour laquelle vous êtes présent. C'est parce que vous êtes très heureux d'être à cet oral à l'ESC Grenoble, parce que l'ESC Grenoble, c'est l'école qui est spécialisée sur ceci, cela, et qui va vous permettre de réussir votre projet, qui consiste à faire ceci. Ok ? Donc faites bien attention à ce projet. Ok, cette introduction, donc il faudra la préparer. Elle devra durer, on va dire, suivant les cas, entre 3 minutes et 6-7 minutes. Cette introduction doit être un menu déroulant dans lequel le jury va pouvoir venir piocher des idées. Vous devez donc la préparer de façon très sérieuse. Ne la récitez pas, mais essayez de savoir comment vous allez parler de ces différentes choses et comment vous allez trouver vos transitions. Alors cela étant dit, nous allons passer dans une deuxième partie, troisième partie si vous voulez, à un élément important qui est comment répondre aux questions posées par le jury et comment finalement instaurer ce dialogue et cet échange qui fera de vous non pas seulement un bon candidat, mais un candidat excellent qui sortira de cette salle avec une note supérieure à 17 sur 20. Allons-y maintenant. Alors, pour la suite donc de cette vidéo, nous allons examiner les questions classiques qui peuvent vous être posées en entretien par le jury, puisqu'à la fin de votre présentation initiale, le jury va vous poser des questions. D'abord, il faut laisser au jury la possibilité de vous poser des questions. Cela signifie qu'à la fin d'une explication, vous pouvez marquer un moment de silence. Vous devez conclure vos phrases. Vous entendez que cette phrase se conclut. Et donc, vous ne devez pas rentrer dans ce qu'on appelle un tunnel. Un tunnel, c'est quelqu'un qui, face à une question, eh bien, rentre dans une série d'explications de plus en plus lointaines, de plus en plus développées, qui part d'une explication pour arriver à une anecdote qui elle-même se continue sur les apports qui d'ailleurs sont intéressants dans les fonctions puisque dans la fonction de commercial que je souhaite exercer, et d'ailleurs ça me fait penser à, vous comprenez un petit peu l'idée. Bon, donc évitez ceci, ça c'est très important, laissez des moments de respiration. Face à une question, sachez déjà que vous pouvez tout à fait garder un temps de respiration. Vous n'êtes pas obligé de répondre du tac au tac, vous pouvez réfléchir. 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, tout dépend de la difficulté de la question. C'est une question de réflexion, vous pouvez presque rester jusqu'à 5 ou 6 secondes silencieux, parce que vous réfléchissez à ce que vous allez dire. Ne répondez pas trop rapidement, parce que quand vous répondez trop rapidement, souvent, vous répondez de façon trop unilatérale, univoque, et cela ne donne pas toujours de bons résultats. Alors, quelles sont les différentes questions possibles? D'abord, les premières questions classiques, c'est des vérifications de cohérence, c'est-à-dire, vous avez présenté un certain projet, on va vous demander d'en dire un petit peu plus, alors sur les métiers, les qualités, le secteur, puisque vous avez parlé du marketing, on va vous poser quelques questions sur l'évolution du secteur aujourd'hui, comment vous voyez les choses. Alors c'est pas vraiment un secteur, c'est une fonction d'ailleurs, le marketing en l'occurrence, mais dans tel ou tel, peut-être vous voulez faire du marketing du luxe, alors on va vous interroger un petit peu sur le luxe, les grandes tendances aujourd'hui, les principaux acteurs, etc. Alors, cohérence, ça peut être quelques questions de connaissances qui sont liées à la cohérence de votre projet. Donc là, il va falloir développer un petit peu plus vos expériences, peut-être aller un peu plus en détail dans le SEMARA qu'on avait vu tout à l'heure, contexte, mission, action, résultat, apport, pour montrer en quoi vos expériences ont été intéressantes, etc. Les questions ouvertes sur son expérience, ça se rejoint un petit peu. On va vous demander d'en dire plus, tout simplement. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre stage de ceci, cela, de votre expérience? Vous avez écrit dans... Alors, ça peut être aussi... le jury peut prendre comme support votre CV ou votre lettre de motivation. Nous avons vu que vous avez parlé des populismes.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le populisme? Qu'est-ce que le populisme, par exemple? Ou alors, vous avez parlé, admettons, de l'Islande, parce que vous êtes allé en Islande, et alors on va vous poser des questions qui sont qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité en Islande récemment? Ou bien, qui est le Premier ministre islandais? Alors, si vous connaissez le nom du Premier ministre islandais, un truc avec un son à la fin, je ne me souviens plus moi, mais si vous avez fait un stage en Islande, pardon, eh bien, vous devrez connaître évidemment tout ce qui est lié à vos expériences. Alors ici, il s'agira d'avoir des connaissances précises sur tout ce dont vous avez parlé et sur tout ce qui peut être précisé dans votre CV. Si vous parlez, par exemple, d'un voyage en Chine, dans lequel vous avez eu l'occasion de découvrir la culture chinoise, vous ne pouvez pas être sec sur la question « Citez-moi 2 auteurs de littérature chinoise classique qui vous ont marqué ». Alors ça peut paraître une question qui est très difficile, mais quelqu'un qui n'est jamais allé en Chine, on ne lui posera jamais cette question. Si vous avez écrit dans votre lettre ou dans votre CV que vous êtes intéressé par la culture chinoise, vous devez avoir des titres, vous devez avoir des auteurs, vous devez avoir un peintre, éventuellement un musicien, éventuellement... bref, un peu ce qui vous intéresse si vous voulez, mais il faut aller creuser un petit peu pour que sur chacun des sujets, vous ayez de la matière. Parce que quand vous allez avoir de la matière, vous allez pouvoir, en quelque sorte, répondre de façon solide aux questions du jury. Alors que, précisément, si vous dites que vous êtes intéressé par la culture américaine, parce que vous postulez dans tel ou tel parcours, tel ou tel projet, tel ou tel double diplôme ou autre, et qu'on vous demande quel est votre auteur américain préféré, et que vous ne savez pas répondre à cette question parce que vous n'avez aucun, eh bien, on verra que finalement votre projet n'est pas tellement cohérent et surtout qu'il n'est pas vraiment sincère. Et donc là, c'est très important de préparer ça. D'abord, peut-être, ça vous permet de réfléchir à qui êtes-vous vraiment. Je veux dire, la sincérité, ça se construit dès le début, donc qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? En quoi est-ce sincère? Okay, donc réfléchir ici d'abord en amont à votre projet. Est-ce que c'est vraiment votre projet? Est-ce que c'est cohérent? Bon, une fois que vous êtes sûr de votre projet et que vous l'avez vraiment construit, il va falloir aller chercher vous-même les connaissances pour que vous ne soyez pas sec sur les questions du jury. Maintenant, lorsqu'on vous pose une question de connaissance, il ne s'agit pas du tout d'un examen. Donc il faut bien comprendre que si si je vous demande par exemple, quelle est la date du référendum sur le Brexit, et vous répondez le 23 juin 2016, c'est bien. Mais c'est pas vraiment comme ça que vous allez réussir à impressionner le jury, entre guillemets, ou en tout cas avoir une bonne qualité d'échange. À la suite de l'accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, la date du référendum a été fixée au 23 juin 2016. Au moment où cette vidéo est tournée, nous sommes en avril 2016, donc on pourrait dire, par exemple, et vous vous adapterez à n'importe quel autre événement, vous pourrez dire, c'est donc dans un peu plus de 2 mois, un peu moins de 2 mois, pardon, ce référendum est très risqué pour la Grande-Bretagne, car aujourd'hui, le Premier ministre David Cameron, qui soutient le oui au référendum, s'est trouvé en difficulté avec l'affaire des Panama Papers, et je pense que ceci aura une influence sur le résultat du référendum du 23 juin. Vous voyez en quoi cette réponse un peu plus détaillée, un peu plus construite, tout en restant brève, va vous apporter plus de points qu'une réponse simplement de connaissance. Parce que si vous répondez connaissance, on peut vous interroger et vous en demander toujours plus. Qui est le Premier ministre islandais? Vous répondez. Et qui est le ministre de l'Intérieur? Vous répondez. Et ministre de la Culture? Évidemment, vous ne saurez pas à un moment. Donc le jury va toujours finir par vous avoir sur les questions de connaissance. Donc au contraire, plutôt que de répondre de façon simplement académique, essayez de profiter de ces questions de connaissance pour pouvoir développer des éléments de réflexion, c'est-à-dire entraîner le jury vers votre propre terrain. Vous pouvez tout à fait dresser des parallèles entre des questions qu'on vous pose et vos propres expériences. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de, et hop, vous embrayez sur une expérience dont vous avez envie de parler. Si vous mettez le jury sur votre propre terrain, vous aurez beaucoup plus de chances de répondre de façon convenable, de façon justifiée, de façon précise aux questions et de façon convaincante que si, évidemment, vous êtes sur le terrain du jury. Dites-vous bien une chose, le jury est quasiment omniscient. Vous avez 2 personnes ou 3 personnes, ils ont en général 30 ans de plus que vous, 20 ans, 10 ans, ça dépend des cas. Ils ont beaucoup d'expérience, ils ont vu beaucoup d'élèves, ils lisent la presse, ils ont parfois du temps, parfois moins, parfois ils ont eu des expériences professionnelles très diverses, ils sont enseignants, ils s'intéressent à beaucoup de choses. Si vous dites que vous parlez hébreu, c'est pas parce que devant le jury vous avez 2 personnes dont vous ne pourriez pas soupçonner qu'elles parlent hébreu ou chinois ou n'importe quoi, et ben pas de bol. Dans le jury, hop, vous avez une personne, ah bah pas de chance, j'ai fait 10 ans d'hébreu, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire en hébreu? Si vous ne savez pas parler hébreu, évidemment ça va poser problème. Et ça sera vrai pour n'importe quoi en fait. Le jury, il connaîtra quelque chose sur à peu près tous les sujets que vous mentionnerez. Donc à partir de là, si vous-même vous avez des connaissances, ce sera plus précis. Bon. Alors ensuite, des questions classiques, ce sont des questions sur votre ouverture. C'est-à-dire, finalement, on va vous demander vos passions, on va vous demander est-ce que vous aimez lire, est-ce que vous aimez aller au cinéma, quelle est la dernière exposition que vous avez vue, quel dernier livre que vous avez vu, quel est votre livre de chevet.
Le livre de chevet, j'en profite pour vous expliquer que ce n'est pas le livre que vous êtes en train de lire, mais le livre qui vous a structuré, qui vous a marqué. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la Bible, ça peut être Le Petit Prince, ça peut être extrêmement divers. Hein. Ça peut être un livre de philosophie, ça peut être... Bref, trouvez quelque chose, un livre qui vous a vraiment marqué. Donc, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir raconter des choses. Et c'est là où ça va devenir intéressant. C'est là où vous allez transposer le terrain académique du jury, vous allez le transposer sur un terrain culturel, où vous allez pouvoir échanger. Et là, c'est là où vous allez marquer le plus de points. Si vous arrivez à faire en sorte que la discussion porte sur vos passions, sur des œuvres, sur de la littérature, de la peinture, etc., vous allez gagner des points dès lors que vous faites voyager le lecteur, le lecteur ou en l'occurrence ici le jury, et que vous lui montrez en quoi ce livre vous a apporté quelque chose. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Ça fait partie des questions classiques, évidemment. Questions classiques, ce sont des questions qu'il faut préparer. Vous ne pouvez pas arriver à un entretien et ne pas savoir quel est le dernier film que vous avez vu. Parce que, évidemment, peut-être que vous en souvenez plus. Quand on vous demande quel est le dernier livre, quel est le dernier film que vous avez vu, on veut savoir si vous avez retenu le nom du réalisateur, le nom du film, évidemment, les principaux acteurs, bon. Mais surtout, est-ce que vous êtes capable de l'expliquer, de l'exposer? Est-ce que vous êtes capable d'en faire une analyse? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer au jury pourquoi le film vous a plu? Ou, encore mieux peut-être, pourquoi il ne vous a pas plu? Parce que si vous expliquez en quoi le film vous a gêné, vous allez rentrer dans une analyse, dans une discussion. Et c'est là où vous allez montrer une vraie valeur. Et vous pouvez prendre n'importe quel film. Il faut bien comprendre, on ne va pas vous juger sur le film que vous avez vu. Si vous dites, le dernier film que j'ai vu, c'est La Reine des Neiges de Walt Disney. Ce n'est pas grave. Parce que dès lors que vous allez réussir à avoir une analyse précise sur ce film, vous pouvez dire, voilà, ce film, je l'ai trouvé particulièrement intéressant parce que, pour la première fois dans l'histoire des Disney, le personnage central est une femme, bien sûr, est une princesse, mais ce n'est plus la princesse comme avant qui est faible et qui va se faire sauver par le personnage masculin qui rentre, ou en quelque sorte la princesse est dans cette relation de dépendance avec le mâle qui est fort, qui protège la femelle qui est faible, par exemple dans Le Roi Lion ou ce genre de choses. Mais ici, le rapport est totalement inversé, c'est-à-dire que c'est le personnage central qui, au contraire, fait preuve de très grande force. Il y a une forme de libération. Moi, j'ai trouvé assez intéressante cette scène où la Reine des Neiges se libère, parce que quand elle se libère de finalement... Vous voyez ? Je ne termine pas parce que ce n'est pas forcément nécessaire, mais vous voyez en quoi n'importe quel film, n'importe quel, et j'en prends vraiment un facile pour vous montrer que ça n'a pas de rapport avec l'intérêt du film, que vous pouvez, à partir d'un film, mobiliser des analyses, des jugements, ce qui vous a plu, ce qui vous a gêné. Si vous dites que quelque chose ne vous a pas plu, c'est excellent, je vais vous donner un autre exemple. J'ai eu un candidat il n'y a pas très longtemps qui nous a parlé du Musée de l'Homme, et il nous a dit voilà, le Musée de l'Homme, dans sa version nouvelle, ça m'a un petit peu gêné. Parce que j'ai trouvé que, d'une part, il y avait un vide au niveau des collections qui m'a gêné, parce qu'une grande partie des collections du Musée de l'Homme est partie au musée du Quai Branly, musée des Arts Premiers, et aujourd'hui, on se retrouve avec de grands espaces, avec pas suffisamment de densité d'œuvres. Une deuxième chose qui m'a gêné, ça a été cet aspect toujours trop ludique, où on essaye, de façon que je trouve artificielle, de mélanger, pour intéresser les plus jeunes, eh bien, les aspects ludiques, les aspects nouvelles technologies, vidéo, écran, etc., et qu'on finit par y perdre un peu les œuvres. Donc moi, je me suis retrouvé un petit peu gêné. Vous voyez, eh bien, cette analyse-là, elle est bien meilleure que l'analyse qui consiste à dire « je suis allé au Musée de l'Homme et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et enrichissant de voir la culture de l'homme à travers les siècles ». Comprenez pourquoi? Parce que vous avez fait une analyse, parce que vous avez été dans l'échange avec le jury et que vous avez fait quelque chose de personnel, de convaincant. C'est ça qu'il va falloir réussir à faire autour de vos expériences. Et ça se prépare. Alors vous avez ensuite toutes les questions classiques, au-delà des questions sur votre ouverture, dernier film, dernier livre, etc., qui sont quelles sont vos qualités, vos défauts, quel est l'homme politique que vous admirez le plus, etc. Ces questions classiques, on vous a mis... Alors pour nos élèves, bien sûr, vous avez un intranet, vous aurez des polycopies, etc., des supports avec tout un tas de questions classiques à préparer. Il va falloir faire ce travail en amont pour que le jour de l'entretien, vous ne soyez pas sec, et quand on vous demande vos qualités et vos défauts, deux qualités, un défaut que vous n'avez pas, ou des questions dans le genre, eh bien vous sachiez répondre parce que vous avez préparé tout simplement. Deux dernières questions classiques. Les questions d'actualité, les questions de réflexion. J'ai oublié aussi un dernier point, qui sont les questions sur vos valeurs. Les questions d'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité? Alors, ça aussi, ça ne tombe pas à tous les euros, mais ça peut tomber. Il va falloir que vous vous prépariez à cette question et que vous trouviez un élément d'actualité qui ne soit pas l'élément dont tout le monde parle. Donc par exemple, au moment de la fusion, des affaires de fusion entre Alstom, General Electric, Siemens, tout le monde nous a parlé de ça.
Au moment de la grève d'Air France, tout le monde nous a parlé de la grève d'Air France. La grève à Radio France, on en entend parler tout le temps quand c'était le sujet. Maintenant, c'est la loi travail, et tous les élèves nous parlent de la loi travail. C'est insupportable. Vous ne devez pas nous parler de la loi travail. C'est extrêmement pénible pour le jury. Ça va faire la 15e fois qu'ils entendent parler de cette loi. Non. Ce qui vous a marqué dans l'actualité, c'est un point peut-être un peu plus original, un peu plus précis. Ça ne doit pas non plus verser dans un élément d'actualité qui soit complètement sur votre passion, parce que ça montrera une fermeture intellectuelle vers ce qui vous intéresse vous. Non, vous devez montrer une certaine ouverture. Alors choisissez, suivant votre public, une actualité qui a un lien avec votre projet. Par exemple, si vous rentrez à Sciences Po, vous pourriez parler du Brexit. Si vous voulez rentrer dans une école de commerce, parlez peut-être d'un élément sur les entreprises, mais en évitant le projet de fusion avorté entre Bouygues et Orange. Par exemple, en ce moment, parce que, encore une fois, tout le monde va en parler. Donc choisissez un élément qui vous a marqué. La dernière fois, un candidat m'avait proposé l'intelligence artificielle avec les affaires de Google Car, de jeux de Go aussi, avec un ordinateur qui battait ou ne battait pas tel ou tel champion de jeu de Go. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une ouverture sur le jeu de Go, donc sur les jeux, donc sur une passion possiblement, des analyses qui peuvent être menées. Ça c'est intéressant. Okay, donc choisissez vraiment un sujet sur lequel vous allez avoir des choses à dire, des choses originales, des choses structurées. D'accord ? Pas un truc du style « je suis pour la loi travail car il faut plus de compétitivité en France » ou bien « je suis contre la loi travail parce que l'entreprise exploite trop les salariés aujourd'hui ». Non, tout ça est beaucoup trop manichéen, beaucoup trop simpliste. Donc choisissez de façon générale des sujets qui vous parlent, sur lesquels vous allez pouvoir développer des analyses diagnostiques intéressantes. Sur les questions de réflexion, on peut vous poser des questions de réflexion. Que pensez-vous de ceci? Que pensez-vous de cela? Êtes-vous pour ou contre? Etc. Alors là, il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de faire une non-réponse. Cette non-réponse, ça pourrait être quelque chose du style d'un point de vue ceci, d'un point de vue ceci, oui, d'un point de vue cela, non. Point de vue économique, point de vue social, par exemple. Bon. Ça pourrait être aussi d'un côté, d'un autre côté. Vous ne prenez pas vraiment position. Non, on veut des gens qui s'engagent. On veut des gens qui prennent des positions. D'accord? Donc, vous êtes tout à fait favorable à. Ça, c'est bien, parce que ça montre de l'engagement. Vous êtes tout à fait opposé à, pour telle et telle raison. Ça va être convaincant. Maintenant, le deuxième écueil, c'est justement de faire une réponse unidirectionnelle, unilatérale, boum. Alors, tout dépend des cas. Si, par exemple, vous êtes sur le terrain de vos valeurs et qu'on vous pose une question sur les valeurs, vous allez affirmer vos valeurs, comme dirait Kant, votre impératif catégorique. Et donc, vous êtes totalement en accord avec vos valeurs. Et vous n'allez pas dévier de vos valeurs. Des valeurs d'intégrité, d'éthique, par exemple. Ça, d'accord. Mais quand il s'agit de prendre position sur un sujet difficile, sur un sujet économique, un sujet social, une loi ou autre, eh bien, essayez peut-être d'avoir une réponse plutôt que de dire A. Essayez de dire « ma position est A ». On pourrait penser B pour telle et telle raison, néanmoins je pense A car ceci, cela. Et ensuite de nuancer, c'est-à-dire une position. Ce n'est pas toujours facile à faire. Il va falloir vous entraîner sur divers exemples et puis vous entraîner aussi en situation, évidemment. C'est-à-dire, à la fois avoir une position affirmée, qui soit claire, vous répondez à la question posée. Comme disent de nombreux membres de jury, à qui on demande qu'est-ce qu'un bon entretien, la réponse est simple. C'est d'abord un candidat qui écoute les questions posées et qui répond aux questions posées. Ça vous paraît peut-être trivial, mais on entend beaucoup trop souvent des candidats qui n'écoutent pas la question du jury et qui répondent un petit peu à côté, un petit peu hors sujet. Okay ? Donc écoutez bien la question, répondez bien à la question. Donnez votre avis. Évidemment, si on vous demande votre avis sur des choses vraiment très difficiles, vous avez aussi le droit de dire que c'est une question sur laquelle vous n'avez pas de réponse définitive. Mais ne dites pas la question est compliquée, la question est difficile. Non, vous donnez votre avis. Et votre avis doit être structuré, doit être argumenté, doit être convaincant, il doit être étayé par des exemples, des prises de position précises, et il doit être éventuellement nuancé. Et là, si vous faites tout ça, ça va être difficile pour le jury de vous attaquer, parce que, évidemment, si vous avez nuancé votre propos, il ne va pas pouvoir vous répondre exactement le contraire. Donc vous allez pouvoir vraiment avoir une réponse intéressante. Ok, la seule fois où on peut dire « je ne sais pas », c'est pour les questions de connaissance. Pour les questions de réflexion ou d'actualité, vous savez. C'est pas que vous savez, c'est que vous avez une opinion, vous avez des analyses. La seule chose à laquelle vous pourriez répondre « je ne sais pas », on vous pose une question, vous n'avez aucune idée, qui est le Premier ministre islandais, je ne sais pas. Néanmoins, regardez ce que vous pouvez faire. Si on vous pose une question sur quelque chose que vous ne connaissez pas, je vous pose une question stupide. Que pensez-vous de Bach joué sur des instruments anciens? Si vous êtes un spécialiste de Bach, si vous aimez la musique, si vous êtes mélomane, vous saurez peut-être répondre à cette question. Mais la majorité d'entre vous ne saura pas répondre à cette question. Néanmoins, vous pouvez essayer d'être un petit peu habile. Alors, je ne suis pas un spécialiste de musique classique,
Néanmoins, j'imagine que bac, ça vient du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XVIe siècle. À vous, évidemment, d'adapter votre réponse. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Il ne faut pas commencer à dire que bac, c'est au XVIe siècle si vous ne savez pas que c'est au XVIe siècle ou que c'est au XVIIe siècle. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Bon. Vous dites, on peut supposer que Bach a été conçu pour des instruments anciens, et que la question que vous me posez, c'est finalement l'intérêt de jouer Bach sur des instruments anciens comme ça a été conçu, ou peut-être de jouer Bach sur des instruments nouveaux, sur des instruments modernes. Donc la question que vous me posez, c'est aussi finalement la question du conflit entre les anciens et les modernes. Et là, vous allez pouvoir commencer à avoir une analyse, à avoir une discussion. Et vous ne savez pourtant rien sur la question. Vous voyez l'idée? Donc vous pourrez vous en sortir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas extraordinaire. En revanche, une question purement de connaissance, vous avez le droit de dire je ne sais pas. Mais c'est à peu près le seul cas. Très bien. Dernière question sur vos valeurs, j'en ai en fait déjà parlé. C'est qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 10 millions d'euros au loto, par exemple? Alors là, évidemment, il va falloir montrer aussi une certaine ouverture aux autres. Pas seulement montrer que vous allez investir dans l'immobilier et donner de l'argent à votre maman. Hein, montrer en quoi vous allez être ouvert aussi. Bon. On peut vous poser des questions sur vos valeurs éthiques. Dans telle ou telle situation, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous allez franchir la ligne jaune ou pas? Non, vous n'allez pas franchir la ligne jaune, évidemment. Vous avez vos valeurs, vous allez les affirmer et vous allez les expliquer. Très bien. Voilà pour les réponses aux questions du jury. Je voudrais en finir avec un élément global qui rassemble finalement la totalité de l'échange que vous allez avoir avec le jury. Il ne s'agit absolument pas d'être en contradiction, d'être en confrontation, d'être en défense ou d'être en agression avec le jury. Alors, les phrases à éviter. Comme je vous l'ai dit, ça veut dire « Attends, jury, tu me reposes une question, mais t'as vu, je te l'ai déjà dit avant, donc ça veut dire que tu m'écoutes pas, donc c'est agressif, donc il ne faut pas dire ça. » Comme c'est marqué dans ma lettre, comme c'est marqué dans son CV, c'est pareil, c'est à bannir, à proscrire définitivement. Ensuite, vous devez regarder bien sûr les deux membres de jury, vous devez ne jamais regarder sur les côtés, ne pas vous focaliser sur une seule personne, tout ça est assez classique, mais ça montre aussi votre respect pour votre interlocuteur. En ce qui concerne les questions qu'on peut vous poser, ne répondez pas du tac au tac, ne répondez pas tout de suite « si, non, bah oui, quand même, d'accord ?» Vous voyez, dans une discussion, j'aime bien prendre cet exemple, dans une discussion politique, à table, avec des amis, comment ça se passe en général? Comment ça se passe à la fin? C'est-à-dire un observateur du débat. Est-ce qu'il retient quelque chose de positif ou de négatif? Vous savez bien, quand vous faites une discussion politique, il y en a un qui dit A, il y en a un autre qui dit B, l'autre il dit A', l'autre il dit B', c'est-à-dire ils disent à peu près la même chose, ils rentrent en confrontation comme ça, pour se défendre. Et le résultat, c'est que l'échange n'est pas très agréable à regarder. Et finalement, on n'a pas été dans l'échange, on était dans la confrontation. Ça, c'est tout à fait à éviter. Ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus subtil, c'est non pas de regarder un débat politique entre deux adversaires politiques, mais de regarder peut-être un débat plus d'experts, un débat un peu plus culturel. Regardez des débats culturels à la télévision. Regardez des émissions avec Bernard Pivot, par exemple, ou ce genre d'émissions. Vous allez pouvoir voir beaucoup plus d'échanges entre les interlocuteurs. Et le débat va pouvoir avancer. Et si vous réussissez à faire avancer le débat, en montrant vos opinions, en restant vous-même, en restant à votre place, en respectant le jury, sans être jamais agressif, sans monter le ton, eh bien, vous pourrez, et ça c'est avec la respiration que vous allez réussir à faire ça, vous allez pouvoir avoir un échange de réelle qualité avec le jury. Et comprenez-moi bien, c'est la qualité de l'échange qui va être évaluée. Ce n'est pas le propos simplement de l'échange, c'est en quoi vous avez réussi à transmettre. Alors, ne dites pas « j'ai fait A, B, C, D, E, F » pour vous présenter. Okay, parce que là, ça fait un peu menu et on ne reste pas dans l'échange. Au contraire, montrez les cohérences, les points les liens, si vous voulez, entre tous ces éléments, personnalité, parcours, projet. Répondez aux questions de façon précise, de façon calme, sans vous sentir jamais attaqué par le jury, même si parfois la question est un petit peu difficile parce qu'on vous pousse un peu dans vos retranchements. Justement, ne tombez pas dans le piège de l'agressivité, soyez toujours ouvert. Terminez évidemment votre propos en saluant les membres de jury, en restant toujours souriant. Merci beaucoup, je vous remercie pour cet entretien. Au revoir madame, au revoir monsieur. Toujours rester de toute façon très ouvert avec le jury. Parfois on vous demande, y a-t-il une question que vous voudriez poser au jury? Alors à ce moment-là, évidemment, si vous répondez non, c'est que vous n'êtes pas du tout dans l'échange, parce que vous n'êtes pas intéressé par votre interlocuteur. Au contraire, ayez en tête peut-être le jury, la présentation que le jury a fait de lui-même, comme ça vous allez pouvoir rebondir sur ce que vous a dit au début le jury. Un membre de jury travaille dans tel secteur, vous pouvez lui poser une question sur son secteur, vous pouvez lui poser une question sur l'école, vous pouvez poser une question qui montre que vous vous intéressez à votre interlocuteur. Okay ? Enfin,
Soyez toujours maître de votre entretien. À chaque question, vous devez vous demander, est-ce que je suis en train de répondre sur le terrain que je souhaite, ou est-ce que j'ai pas oublié un élément ici qui était important? Éventuellement, une phrase qui est possible, c'est « Si vous me le permettez, avant de conclure cet entretien, j'aimerais beaucoup vous dire un mot de… » Très intéressant comme façon de faire, parce que si vous me le permettez, respect avec le jury, j'aimerais vous parler d'eux, ce qui veut dire que vous proposez quelque chose, au lieu de l'imposer, okay, et vous aimeriez parler au jury de telle expérience, parce que vous estimez que c'est important dans leur décision d'admission. Okay. Voilà, donc avec toute cette base, vous avez maintenant de quoi travailler votre présentation initiale, la cohérence de votre parcours, donc le choix réel des spécialités qui seront les vôtres, votre projet professionnel de façon tout à fait précis, argumenté, recherché et documenté. Vous devez faire un travail sur vous-même, vous devez faire un travail de connaissance autour de tous les sujets que vous aurez mentionnés dans votre entretien, le secteur, les activités extrascolaires, les pays dont vous avez parlé. Vous devez travailler sur les questions classiques, les qualités, les défauts, vos lectures, etc. Et puis, vous devez avoir préparé sur chacune de vos expériences le SEMARA. Vous devez avoir un fil conducteur dans votre entretien, même si c'est le jury qui pose les questions, vous devez toujours être capable de rebondir pour reparler de vos expériences ou de quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Et encore une fois, être dans l'échange. Si vous faites tout ça, eh bien, en travaillant évidemment avec quelques entretiens blancs évidemment pour vous entraîner, vous devriez avoir une très bonne note. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous de bien travailler sur ces éléments qui sont importants dans la préparation du jury. Et puis on aura l'occasion, j'espère, de se voir ici pour travailler ensemble les oraux et puis avoir quelques simulations avec des membres de jury compétents pour vous aider à travailler et à réussir votre oral le jour J. À très bientôt et bon travail à toutes et à tous.